Voilà, bonjour. Je vois Sébastien Mathieu, Serge Communal qui nous ont rejoints. Je ne sais pas Bonjour si à votre tous. voilà, le son de Monsieur Communal est activé. Bonjour à Monsieur Mathieu, tous. voilà, on vous entend, c'est parfait. Il faut qu'on reprenne la main sur la présentation pour la donner, pour vous la donner. Lequel de vous deux prend la main en premier sur Ouais, je vais commencer. Voilà. Parfait. Alors, on vous donne la main sur la présentation, Monsieur Mathieu. J'en profite pour vous remercier. Je ne sais pas si vous avez suivi le début de la matinée. Il y a eu beaucoup de questions à la fois juridiques et, et techniques sur l'autoconsommation individuelle avec tiers investisseur et l'autoconsommation collective. Et donc, avec vous, on fait un petit focus plus spécifique sur l'intelligence mise dans le système et l'électromobilité dans le cadre de cette intelligence mise dans le système d'autoconsommation. Tout à fait. Donc, je remercie Enerplan pour m'avoir invité aujourd'hui. Donc, Sébastien Mathieu, je représente aujourd'hui mon entreprise Schneider Electric, ainsi que le GIMELEC, le groupement des entreprises de la filière électronumérique française. Donc, effectivement, le but de cette session est de parler des solutions techniques pour le pilotage des charges, et je vais vous présenter aujourd'hui une solution qui permet de piloter les charges depuis le tableau électrique avec le tableau électrique connecté de Schneider Electric. Donc, excusez-moi, je vais changer de slide. Donc, on constate actuellement une grosse convergence entre le photovoltaïque et la mobilité électrique. Donc, le marché du véhicule électrique est en très forte croissance pour plusieurs raisons. Les fabricants de véhicules électriques ont des contraintes réglementaires pour produire des flottes de moins en moins polluantes, et le véhicule électrique leur permet d'atteindre ces objectifs et d'éviter de grosses amendes. Et il y a une appétence de plus en plus forte pour la mobilité propre de la part des usagers. Et donc, lors de la conversion au véhicule électrique, lorsque les utilisateurs finalement décident de se mettre au véhicule électrique et de changer de mode de mobilité, et bien finalement, on se retrouve à avoir un véhicule électrique qui rentre dans l'installation, et c'est une nouvelle charge électrique qui n'existait pas. Donc, on se retrouve à avoir une augmentation de la facture d'électricité. On peut avoir des problèmes d'abonnement qui ne sont pas adaptés, donc il faut augmenter l'abonnement, la puissance souscrite, pour pouvoir alimenter cette charge là. Et donc, ces contraintes nouvelles font que les utilisateurs considèrent de plus en plus finalement d'ajouter du solaire sur leur toit, s'ils sont en maison individuelle, pour compenser cet ajout de charge électrique et venir finalement réduire la facture d'électricité, de moins effacer l'ajout de charge électrique qui a été fait, et réduire leur facture d'électricité, et puis la sécuriser sur les 25 ans à venir, puisque la durée de vie maintenant des installations solaires est très importante. On constate exactement le même phénomène lorsqu'il y a des remplacements de chaudières au fioul ou de chaudières gaz par des pompes à chaleur électriques. C'est une augmentation de puissance électrique, et donc ça a un impact sur la facture et sur l'abonnement du consommateur. Donc, les solutions digitales vont permettre d'optimiser finalement les charges et la production, pour permettre aux utilisateurs d'avoir une insertion de ces nouvelles charges électriques, de ces nouveaux récepteurs dans leur réseau électrique avec le minimum de problèmes. Une autre volonté, un autre besoin des consommateurs qu'on voit très fortement, c'est finalement j'abandonne mon véhicule thermique pour passer au véhicule électrique. C'est aussi une démarche éco-responsable. Les utilisateurs ont envie finalement de faire attention au changement climatique, de faire attention à la planète, et donc ils passent au véhicule électrique. Et assez logiquement, une fois que cet achat est fait, ils se disent mais finalement mon véhicule, ce serait bien que je le charge avec une énergie verte qui est produite localement pour effectivement aller au bout de cette démarche éco-responsable et diminuer l'empreinte carbone de la famille et du foyer.
Et enfin, une autre tendance qu'on observe, c'est une volonté finalement d'être de plus en plus autonome et indépendant vis-à-vis du réseau. Alors, en fonction des pays, ça va changer, mais cette demande devient de plus en plus importante, avec dans certains pays aussi une demande liée à la résilience. À mon avis, pendant la crise passée du Covid, le confinement, qu'il était important de pouvoir disposer d'énergie, d'électricité, des réseaux Internet, et ça devient de plus en plus important. Et donc, on a cette tendance aussi de vouloir être autonome, de vouloir être résilient et de pouvoir produire localement. Donc voilà, donc on a une problématique effectivement quand on met de la production solaire. Il y a plein d'effets positifs, mais le problème, et c'est surtout lié à la courbe de charge d'un utilisateur résidentiel. Finalement, on va être à la maison, si on n'est pas confiné, essentiellement le matin et le soir, et on va consommer de l'énergie à ces périodes-là. Or, la production solaire qui va être installée sur le toit va produire essentiellement en milieu de journée, quand l'ensoleillement est maximum, et du coup, on a une désynchronisation entre la consommation et la production. Donc, via notre tableau électrique connecté, on va pouvoir piloter des charges, enfin celles qui peuvent l'être, pour venir resynchroniser la consommation avec la production et venir actionner finalement des charges pendant les périodes d'ensoleillement, pendant les périodes de production photovoltaïque, pour venir consommer cette énergie propre qui est produite localement. Donc, on le fait tout en préservant le confort de l'occupant, et nos algorithmes permettent finalement de trouver les meilleures optimisations pour permettre la meilleure utilisation des actifs de la maison. Donc voilà, donc pour continuer, et avant de continuer ma présentation, je vais vous présenter une petite vidéo de présentation de nos offres avec une installation qui a été réalisée chez un de nos clients partenaires, NED. Donc je vous rends la main pour le lancement de la vidéo. C'est parti, vous voyez bien? Ouais. C'est en cours, normalement vous l'avez sous les yeux et vous avez même le son. David, j'ai l'impression que nous n'avons pas le son. Si la garance. De mon côté, je n'entends rien. Je ne sais pas. Ok, on va essayer de remédier au problème. Non, on va remédier. On remédie, on expérimente également en même temps que vous, on est désolé. On relance cette vidéo dans la seconde, avec normalement le son qui devrait vous arriver. C'est parfait, merci. Quand les enfants me demandent ce que je fais dans la vie, je leur réponds que je contribue à la transition énergétique pour leur laisser un monde meilleur. Je m'appelle Jérôme Bouche et je suis le fondateur de NED, Nouvelle Énergie Distribution. NED est un distributeur de systèmes d'énergie renouvelable pour le résidentiel, une spécialisation forte dans le sol. Notre bureau d'études propose aux installateurs des solutions complètes pour chaque maison, avec les panneaux photovoltaïques, les systèmes d'intégration de toiture, le coffret de raccordement à l'installation électrique et le système d'optimisation d'autoconsommation. Nous proposons des solutions simples et faciles à mettre en œuvre. C'est pour cela que nous avons développé avec Schneider Electric un coffret d'autoconsommation plug and play qui intègre les protections électriques requises par les normes et des produits Wiser qui gèrent l'autoconsommation. Aujourd'hui, j'ai installé cette solution Wiser chez moi. Je consomme l'énergie renouvelable produite localement par mes panneaux solaires. Ce système pilote automatiquement ma borne de recharge EV-Link,
la pompe de ma piscine et le système de production de l'eau chaude. Avec l'application Wiser, je m'assure du bon fonctionnement du système, je suis alerté en cas de problème et je visualise mes économies d'énergie. En utilisant la solution Wiser, ma facture diminue de près de 30%. Dans le futur, mes équipes vont continuer à travailler en étroite collaboration avec celles de Schneider Electric pour apporter de nouvelles fonctionnalités à nos clients. Alors, on va prendre la main, Sébastien, comme sur la présentation. Et normalement, après ce petit aléa technique, tout le monde a pu avoir et la vidéo et le son qui allait avec. Donc, a priori, c'est bon. Voilà. Donc, cette vidéo est disponible sur YouTube. Vous pourrez la revoir si des fois il y a eu des problèmes de connexion. Mais ça montre vraiment une installation en temps réel. Et donc, nos solutions, grâce au digital, hein, on a des tableaux électriques connectés, vont pouvoir optimiser l'installation et permettre à l'utilisateur d'obtenir le meilleur rendement possible et de maximiser le taux d'autoconsommation de l'installation. Donc, quand on a dimensionné cette solution, on s'est intéressé un petit peu, finalement, on parle du pilotage des charges, et on s'est dit, mais quelle charge piloter? Vous avez ici sur cette slide une représentation des charges qui composent un foyer. Donc une maison, ce sont des ordres de grandeur. Ce qu'on voit, c'est que les appareils électrodomestiques de type congélateur, réfrigérateur, machine à laver consomment très peu. C'est des montants annuels, donc c'est de l'ordre de 30-40 € par an. Et ce sont des charges qui sont peu flexibles, difficilement pilotables, parce qu'elles vont créer énormément d'inconfort pour l'utilisateur. Hein. Si on commence à couper la machine à laver à certaines périodes, déjà c'est pas sûr qu'elle redémarre, et puis ça va être quand même un problème dans la maison, parce que ça va perturber le cycle d'exploitation de la maison. Donc ce qu'on voit, ce qui est assez intéressant sur cette slide, c'est que finalement il y a des charges qu'on pourrait qualifier d'énergivores qui sont très consommatrices dans la maison, et elles sont d'un nombre assez limité, hein, finalement. Et ben, on va retrouver le véhicule électrique, hein, donc ça c'est une simulation pour 15 000 km par an, 3000 kWh. Donc, c'est un poste important de la facture d'électricité. On a la production d'eau chaude sanitaire, si elle est faite de manière électrique, qui consomme aussi beaucoup. Donc, elle peut être faite avec des chauffe-eau résistifs, comme ce qu'on connaît dans la plupart des foyers français depuis de nombreuses années, ou maintenant aussi des chauffe-eau thermodynamiques qui utilisent des pompes à chaleur pour faire le chauffage de l'eau. Et puis, on a aussi des équipements relatifs aux piscines, que ce soit là, une pompe de filtration de piscine, c'est plus de 300 € par an, c'est pas anodin. Et si la piscine est chauffée par une pompe à chaleur, la facture va être encore plus importante. Donc, on a choisi de se focaliser finalement sur les charges qui se déplacent facilement, qui n'impactent pas le confort de l'occupant et qui vont permettre, de par leur consommation, d'obtenir un très fort taux d'autoconsommation et d'avoir un impact conséquent sur la facture d'électricité de nos clients. Donc, on va piloter les charges qui peuvent l'être, hein, bien sûr. Donc, s'il faut chauffer l'eau, on va chauffer l'eau plutôt en journée quand on a du soleil plutôt que la nuit. Si le véhicule électrique est présent, on va le charger plutôt également avec de l'énergie solaire. Et alors, on constate depuis quelques mois aussi que l'autonomie des véhicules électriques, la capacité embarquée des batterie est de plus en plus importante. Donc, maintenant, avec une Zoé, on peut faire, je crois, plus de 400 km. Donc, ce qui signifie qu'on n'a pas besoin non plus de charger le véhicule tous les jours, mais c'est une charge avec une flexibilité à la maille hebdomadaire, ce qui est très intéressant parce qu'on dispose d'une semaine pour charger ce véhicule. Donc, si le véhicule est absent la semaine, on pourra le charger plutôt le week-end ou attendre d'avoir le jour avec le maximum d'ensoleillement pour charger ce véhicule et utiliser du coup l'énergie la plus propre et la plus verte possible. Tout en tenant, bien sûr, tout en prenant en compte les besoins de l'utilisateur, parce que si on doit se rendre dans un lieu distant, il faut qu'il y ait la priorité, c'est de disposer finalement de suffisamment d'autonomie pour assurer ces déplacements du quotidien ou du week-end. Et il est hors de question de se retrouver avec une batterie vide parce qu'on n'a pas chargé, parce qu'il n'y avait pas de soleil. Donc, nos algorithmes prennent tout ça en compte et permettent d'avoir la meilleure optimisation possible.
Alors, Donc voilà, deux voilà petites questions, Sébastien, deux petites questions qui nous sont posées, mais vous allez peut-être y répondre dans cette slide. À la première, en tout cas, est-ce que le système est automatisé, ou est-ce qu'il y a une action du consommateur? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est le véhicule électrique, donc qui est un poste de consommation, comme c'est indiqué ici. C'est aussi une batterie sur roue. Du coup, est-ce qu'on profite du fait qu'il y a cette batterie de stockage qui est présente pour aussi faire du vehicle to home du coup récupérer de l'électricité autoproduite par cette batterie tampon qu'est le véhicule électrique? Alors, deux très bonnes questions. Donc, pour la première, le système est automatique, effectivement. C'est un système qui intègre des algorithmes assez complexes qui sont embarqués dans le cloud on a des automates locaux qui récupèrent les informations donc issues d'Internet, qui permettent de prendre des décisions et qui localement vont venir piloter les charges. Donc, c'est un système qui fonctionne automatiquement, qui va continuer à fonctionner même si on perd Internet, et on pourra avoir avec une application dédiée toutes les informations relatives au flux d'énergie de la maison en euros et en kilowattheures, et avoir son taux d'autoconsommation, savoir la part d'énergie qui est renvoyée au réseau, la part qui est consommée, par quelle charge, et d'avoir une vue ultra détaillée de toutes les consommations de la maison. Donc un système automatique et intelligent qui dispose d'une application pour smartphone, mais il peut très bien fonctionner sans qu'on se serve de l'application. Si des gens souhaitent ne pas s'en occuper, le système fonctionnera par lui-même. Concernant le véhicule to grid, c'est une très bonne question. Il faut savoir que chez Schneider Electric, nous, on propose des bornes de recharge pour véhicules électriques, mais le chargeur de véhicules électriques actuellement est intégré dans le véhicule. Donc, pour pouvoir utiliser effectivement cette batterie sur roue qui est le véhicule électrique, il faut que le chargeur soit réversible. Et actuellement, il y a très peu de véhicules qui disposent de cette fonctionnalité. Néanmoins, tous les acteurs de la filière s'intéressent effectivement à ce point-là. Et dans les années à venir, on aura des véhicules qui pourront envoyer de l'énergie sur le réseau électrique pour faire du service au réseau électrique, qui pourront utiliser cette énergie pour alimenter les charges de la maison, et des utilisateurs finaux pourront bénéficier de tarifs qui seront intéressants s'ils mettent à disposition leur voiture pour justement aider le réseau, par exemple en période de tension, pour éviter des blackouts ou pour éviter de démarrer des centrales à gaz pendant des périodes de pointe ou des centrales polluantes, et éviter de consommer pendant des périodes de tension. Donc oui, ça, ce sera pour demain, et Schneider Electric travaille tous ces sujets et sera présent quand ces cas d'utilisation arriveront. Pour l'instant, c'est encore très marginal et c'est en cours de développement par tous les acteurs de la filière. Donc la solution est intégrée au tableau électrique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on s'est rendu compte aussi que quand on va venir intégrer dans une maison existante ou même dans une maison neuve un chargeur de véhicule électrique ou des panneaux solaires, ce sont des équipements qui viennent s'interfacer avec l'installation électrique existante ou l'installation électrique neuve, et il faut les protéger d'un point de vue électrique. Il faut protéger les personnes, il faut protéger les biens. Donc, il a nécessité de mettre en place des protections contre les intensités, des protections différentielles, des protections contre la foudre. Et ça, c'est le métier de base de Schneider Electric, la distribution électrique. Nous sommes le leader mondial dans ce domaine-là. C'est notre expertise. Et donc, on propose un tableau électrique qui va permettre d'intégrer de manière sûre, fiable, l'ensemble de ces sources de production et de ces nouvelles charges qu'on va venir raccorder dans la maison. Et donc, on a dans nos offres de tableau électrique des systèmes qui permettent également de connecter et de superviser ces installations pour gérer les flux d'énergie au mieux et optimiser finalement la consommation, la production et l'ensemble des actifs de la maison pour le plus grand bénéfice de l'utilisateur. Donc, on peut s'interfacer avec tout un tas de charges, certaines pompes à chaleur, nos bornes de recharge EV-Link Wallbox,
beaucoup de ballons d'eau chaude du marché. Donc, on va s'adapter. S'il y a une piscine, on pourra finalement piloter les équipements en piscine. On s'adapte à la configuration de la maison pour proposer la meilleure solution. Et notre application va pouvoir nous donner les consommations charge par charge et les productions associées. Alors, on a une petite question qui revient plusieurs fois et donc que je vous relais. C'est la question du coût. Combien est-ce que ça coûte un tableau équipé comme ça? Alors, j'imagine qu'il n'y a pas de généralisation, mais voilà, globalement, quel est le… Alors, il faut plutôt le voir, se dire finalement quel est le surcoût par rapport à une installation complète. Hein. Si j'installe chez moi une installation solaire de 3 ou 6 kW avec une borne de recharge pour véhicule électrique, je vais avoir une installation qui coûte assez cher. Et donc, notre tableau électrique, ce surcoût finalement va être de l'ordre peut-être de 10% grâce à notre tableau connecté. Par contre, les économies générés par nos algorithmes sont conséquents et donc du coup on va diminuer le temps de retour de l'investissement, de l'installation solaire, parce qu'on va maximiser le taux d'autoconsommation et donc on revendra moins d'énergie sur le réseau et on va en autoconsommer une plus grande part. Et comme le coût finalement de revente est inférieur au coût au prix de détail de l'électricité, on va maximiser finalement les gains qu'on peut faire avec notre investissement solaire et avec notre véhicule électrique. Donc à peu près un petit surcoût de l'ordre de 10%, mais on va gagner sur le retour sur investissement global et on va permettre de diminuer le temps de retour sur investissement de l'installation. Et puis, on va permettre à l'utilisateur d'avoir la vue de ses consommations électriques, de ses productions. Il pourra contrôler ses charges à distance s'il part en vacances pour les couper. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités qui vont lui permettre aussi vraiment de devenir acteur de son installation et de ses consommations énergétiques. Donc, on va réduire… Le temps avance et on a effectivement beaucoup de questions. Alors j'en ai juste une dernière question, Sébastien Mathiou, avant de pouvoir donner la parole à Serge Communel et qu'on poursuive les échanges. Dans les exemples que vous nous avez proposés ici, la question de savoir si c'est du branchement en monophasé ou en triphasé, ou est-ce que c'est possible sur les deux. Et le corollaire, est-ce qu'on est obligé de passer par le smartphone et le cloud pour avoir la visualisation de sa consommation et de sa répartition et de son économie, ou est-ce qu'on peut le visualiser directement sur le tableau? Alors, non, on n'est pas obligé. On est obligé. Oui, c'est une offre qui est connectée à Internet et on est obligé pour visualiser de connecter cette offre. C'est une offre qui est connectée, mais c'est intéressant parce que ça permet aussi d'avoir une connexion directe à son tableau électrique et puis de bénéficier de fonctionnalités d'alarme. S'il y a une perte de production sur l'installation, vous allez recevoir une alarme. Si vous avez un disjoncteur qui a sauté, vous pouvez recevoir une alarme. Donc, en temps réel, vous êtes connecté à votre installation et vous savez exactement ce qui peut se passer. Et pour la première question, oui, nous avons des références en monophasé et en triphasé, donc 3 kW, 6 kW en monophasé et on peut monter jusqu'à 12 kW en triphasé. Ça correspond dans le résidentiel à la plupart des puissances rencontrées. Et bon, j'ai focalisé un peu sur le résidentiel, mais il faut savoir qu'on a aussi des offres dédiées pour les commerces, les commerciaux et industriels. Donc, n'hésitez pas à solliciter les équipes Schneider Electric si vous avez des projets ou à me contacter. On pourra trouver la solution adaptée à vos besoins. Voilà, merci Sébastien. On enchaîne. Je suis sûr qu'il y aura d'autres questions auxquelles vous pourrez répondre par la suite. Donc, on vient de donner la main à Serge Communel pour SMA. Merci, à votre disposition. De son côté également sur ce sujet de l'électromobilité et de l'énergie solaire et la vision de SMA. Oui, bien, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité aussi à m'exprimer sur le sujet de l'électromobilité et puis de refaire le point, je dirais en complément de ce que vient de dire Sébastien sur le cas de la voiture électrique. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran ou pas? Oui, on voit bien. Très bien. D'accord. Je suis en mode présentation. Donc, je reviens sur les éléments qui nous amènent à parler
d'électromobilité, donc voiture électrique, et de photovoltaïque. Il y a une question de coût qui est très intéressante et qu'il faut rappeler. On a ici sur la partie gauche de la page le prix de l'électricité en France d'ici 2030, avec des courbes qui, avec une tendance à l'augmentation, avec des courbes qui peuvent d'une certaine manière s'envoler du point de vue du tarif de l'électricité, et une courbe tout en bas qui est la courbe actuelle du coût du kilowattheure photovoltaïque, qu'on a chiffré à peu près à 11 euros ici, à 11 centimes d'euros par kilowattheure. Je rappelle pour les non-initiés que on parle de coût du kilowattheure photovoltaïque en divisant le coût de l'investissement. On peut augmenter éventuellement du coût de maintenance de l'installation sur les années à venir. On parle d'une durée de vie de 20 ou 25 ans pour un système photovoltaïque. On divise ce coût par le nombre de kilowattheures que le système va nous produire sur cette durée. Donc on fait bien sûr un calcul et on peut de cette manière figer dans le temps le coût du kilowattheure, puisque l'investissement qui est fait maintenant, compte tenu de ce qu'il va produire dans l'avenir, va permettre de définir un coût du kilowattheure très bas. Alors évidemment, si aujourd'hui le coût du kilowattheure photovoltaïque est déjà inférieur au coût de l'électricité réseau, dans le futur, ça sera encore plus vrai. Donc, il est indispensable de considérer, alors de mon point de vue et du point de vue de SMA, qui est un acteur important dans le solaire photovoltaïque, tant du point de vue des onduleurs, mais aussi des solutions annexes aux onduleurs, il est très important de penser aujourd'hui la voiture électrique dans et avec le photovoltaïque. Parce que, évidemment, on pourrait considérer que le réseau est une solution, mais on va voir si on regarde maintenant les coûts d'un plein photovoltaïque ou d'un plein de gasoil ou d'essence, ou tout au moins ce qu'on a fait ici, une comparaison de 100 km parcourus avec un véhicule essence, diesel, électricité du réseau et électricité photovoltaïque, on se rend compte que, évidemment, la meilleure combinaison, c'est le photovoltaïque avec la voiture électrique, pour un plein ou quantité de 100 km parcourus à moins de 2 euros. Voilà un petit peu ce qui nous mène vraiment dans le sujet et pourquoi le sujet du jour qui concerne le photovoltaïque et l'électromobilité est important. Voilà, alors tous ces chiffres peuvent être discutés, on est bien d'accord, mais c'est la tendance que l'on peut dégager des informations que l'on a aujourd'hui. Alors de la même manière, comment on peut avoir une installation adéquate entre l'électromobilité et l'utilisation du véhicule électrique et de l'installation photovoltaïque dans le bâtiment, qu'il soit résidentiel ou tertiaire. On peut imaginer d'avoir des bornes de recharge et des installations photovoltaïques aussi bien du côté résidentiel, donc maison d'habitation, immeuble, parking d'immeuble, et également bureaux et parking de bureaux. Les questions qui se posent, qui doivent bien sûr être discutées, c'est le type de véhicule dont on parle. C'est par exemple en France la Renault Zoé, la Nissan Leaf, c'est un peu les véhicules qui sont en tête du marché aujourd'hui, mais on a de plus en plus d'acteurs, notamment les Français, les fabricants français débarquent en force sur le marché du véhicule électrique et les concurrents étrangers, bien sûr. L'autre question qui se pose parfois, c'est le type de recharge. Est-ce que l'on travaille en courant alternatif ou en courant continu? Alors, Sébastien a un petit peu répondu à la question tout à l'heure. Effectivement, aujourd'hui, on travaille essentiellement avec des bornes de recharge qui fonctionnent en alternatif. Et le chargeur, à proprement parler, est présent dans la voiture, c'est-à-dire qu'on alimente le chargeur de la voiture qui lui-même recharge les batteries de la voiture. Pour les mêmes raisons que l'a évoqué Sébastien, pour le moment, effectivement, le retour de l'énergie de la batterie de la voiture vers le réseau est moins simple, mais il y a aussi une autre difficulté, c'est justement l'accès aux batteries. La propriété des batteries peut être non pas la propriété du propriétaire de la voiture, mais
une location auprès d'un fabricant de véhicules. Je pense que dans le cas de la Renault Zoé, on peut avoir loué les batteries plutôt que les avoir achetées. Et dans ce cas-là, on peut comprendre que le propriétaire réel de la batterie n'autorise ou autorise, enfin autorise pardon, ou n'autorise pas que l'on utilise sa batterie comme une batterie qui pourrait retourner de l'énergie vers le réseau. Voilà. D'autres questions se posent à ce propos, c'est de savoir comment on peut compter sur la disponibilité d'un véhicule si on charge à certains moments, mais également si on décharge cette batterie pour d'autres utilisations. Il va falloir d'autant plus prévoir l'utilisation du véhicule, ce qui n'est pas toujours simple. Le mode de recharge est important. Aujourd'hui, on peut charger sa voiture sur une simple prise à la maison ou au bureau. Alors, je dis prise, peut-être prise un peu renforcée, éventuellement avec un câble spécialisé, avec un petit chargeur, enfin un petit contrôleur intégré au câble. Ou alors, on a la borne de recharge. Et on va voir plus loin que la borne de recharge, elle apporte des choses importantes pour l'optimisation, pour la rapidité de charge et pour la prévision éventuellement de la recharge. Justement, si on parle de temps de charge, on a deux possibilités. Soit on charge rapidement, soit on charge lentement. On peut avoir le temps dans la vie, et on l'espère toujours. Et puis parfois, on n'a pas le temps, on doit charger rapidement. Donc là, en l'occurrence, le chargeur doit avoir la faculté de charger plus vite parfois et plus lentement dans d'autres cas. Plus lentement, ça signifie peut-être pas que la charge se fera moins, enfin, sur un temps plus long, quoique, mais sans doute de manière plus optimisée en regard du photovoltaïque et de la disponibilité de la puissance photovoltaïque. Voilà, toujours les questions qu'il faut se poser. Le type de prise, on travaille avec un standard européen qu'on appelle type 2, donc c'est une prise particulière qu'on retrouve dans la majorité des véhicules que l'on trouve sur le marché. Mais il existe d'autres prises et d'autres éventuellement adaptateurs d'une prise à l'autre de manière à pouvoir charger la voiture. Voilà, je n'ai pas précisé, mais on a en tête, quand on parle de voiture électrique, la Zoé d'un côté, la petite voiture, et puis la grosse qui est la Tesla, et qui dans ce cas-là utilise parfois son propre réseau de chargeurs avec des superchargeurs, où là effectivement on a des très fortes puissances de recharge, des temps très rapides, parce qu'on doit un service à hauteur, je dirais, de la voiture. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose quand on a un petit véhicule électrique pour tous les jours. Voilà. Les options de charge sont très importantes, et là je détaillerai un petit peu plus tard ce que l'on entend par charge rapide, charge optimisée et charge sur prévision, parce qu'on peut avoir également une vision de la production grâce à la météo et aux prévisions météo. Donc on peut aussi, comme on l'a évoqué tout à l'heure, charger la voiture sur une journée en particulier ou plusieurs jours ou un week-end selon la disponibilité qui est nécessaire pour le véhicule. On va bien sûr se poser la question de l'installation PV et notamment de la puissance crête qu'on va installer sur le bâtiment en question. Est-ce que c'est lié avec la ligne d'après? On est en autoconsommation, donc de la même manière que Sébastien a détaillé comment on peut piloter certaines charges, comment on doit répondre à des besoins en temps réel et essentiellement pour le PV pendant la période d'ensoleillement, donc de la journée. Est-ce qu'on utilise totalement l'énergie sur place? Est-ce qu'on vend le surplus? Donc ce sont des questions qu'on peut se poser et éventuellement qui nous ramènent à d'autres discussions qu'on peut avoir dans la journée sur l'autoconsommation et l'autoconsommation collective. Voilà. La puissance crête, elle peut être liée par la surface disponible sur la toiture de la maison, simplement, mais au-delà de ça, on peut aussi définir l'installation en fonction des besoins réels du bâtiment, avec ou pas de charge pilotée. Voilà, l'utilisation du véhicule est importante. Est-ce qu'on utilise son véhicule plutôt la journée, plutôt la soirée? Et je dirais d'une autre manière, pour les gens qui travaillent, est-ce qu'ils stationnent leur voiture chez eux réellement la journée ou plutôt au bureau
dans cette période-là. Et donc, on peut imaginer que la recharge et la borne de recharge se trouvera indifféremment d'un côté ou de l'autre du lieu de parking de la voiture, à la maison peut-être, mais aussi au bureau. Voilà. Et puis, pour finir sur les choses que j'ai notées ici, la réglementation en France qui concerne les installateurs, tout comme un installateur photovoltaïque doit être certifié, reconnu RGE et CALI-PV, ou CALI-PV, disons, les installateurs, qui peuvent être les mêmes installateurs, les installateurs de bornes électriques devront être formés, certifiés IRVE, c'est-à-dire que c'est un passage obligé pour pouvoir installer des prises électriques. Alors tout à fait, moi j'ai une petite question justement sur les options de charge. J'ai vu passer des modèles selon lesquels l'installation photovoltaïque pouvait permettre justement de réduire l'empreinte de l'installation de recharge sur le réseau en permettant une recharge rapide quand il y avait de la production, avec une empreinte sur le réseau de recharge lente en venant en surplus de l'apport d'électrons du réseau. Voilà, en ayant un modèle comme ça un peu intelligent où on limite pour le consommateur son raccordement et son empreinte sur le réseau, et donc au bénéfice de tous, et où le PV justement viendrait en surcroît pour lui permettre une charge rapide quand il y a de la production. Est-ce que c'est un modèle que vous avez aussi? Absolument. Alors c'est ce que je vais rapidement rappeler ici. On a plusieurs contraintes, hein. Je l'ai dit tout à l'heure, quand on doit utiliser un véhicule électrique, on peut être contraint de partir à une certaine heure avec une batterie pleine parce qu'on a une course à faire et que la distance parcourue est importante. On veut charger rapidement son véhicule. Dans ce cas-là, on va sans doute utiliser du photovoltaïque s'il est présent à ce moment-là, mais on va également utiliser du réseau de manière à avoir un temps de recharge le plus court possible, compte tenu de cette contrainte de temps. On a même la faculté, alors je vous parle des systèmes en général et peut-être plus particulièrement de celui que l'on a développé, on va pouvoir cumuler la puissance du réseau disponible et le photovoltaïque, par exemple. Donc, de cette manière, on va même avoir une puissance supérieure à ce que le compteur ou l'abonnement EDF ou Enedis, pardon, nous permet pour charger le plus rapidement possible son véhicule. On va tenir compte également des autres consommateurs de la maison, de manière à ce que, effectivement, quand on charge rapidement, on tienne quand même compte justement d'un maximum à ne pas dépasser au niveau du disjoncteur de l'habitation ou du bureau. Et donc, on va faire en sorte de s'adapter au mieux à la puissance maximum que l'on peut demander au réseau sans faire sauter le système. Et si le photovoltaïque est présent à ce moment-là, on va l'utiliser également. Ça, je dirais que ce n'est pas la charge que l'on préfère, puisque celle-ci est contrainte d'une certaine manière et elle fait forcément appel au réseau. Ce qu'on appelle la recharge optimisée, effectivement, c'est celle qui va permettre d'avoir, je dirais, une recharge la plus économique du fait du coût du photovoltaïque réduit, mais également neutre en CO2, si on considère que le photovoltaïque est vertueux de ce point de vue-là. Et donc, effectivement, on a une charge optimisée où on va utiliser la puissance disponible quand elle vient uniquement d'un surplus de photovoltaïque qui n'est pas consommé par d'autres équipements de la maison. Et ceci est lié avec le troisième mode que je décris ici, c'est la recharge sur prévision. Là, on peut très bien avoir une heure de départ, une quantité d'énergie à charger dans le véhicule, mais si on n'a pas de contrainte de temps, dans ce cas-là, on a un système qui va gérer au mieux, soit de charger le véhicule avec du photovoltaïque quand il est présent, soit éventuellement aller vérifier dans le système si on n'a pas des tarifs d'électricité plus économiques à certaines heures, c'est le cas des heures creuses par exemple, et donc on va planifier la recharge du véhicule, soit d'un point de vue, je vous montrerai tout à l'heure le choix que l'on a de le faire d'une
faire ça rapidement, soit d'un point de vue plus économique ou soit d'un point de vue plus écologique. Et du fait du réglage du système, on pourra, compte tenu de la météo que l'on connaît également par des prévisions météo, on pourra savoir à peu près de quelle quantité on peut disponible, de quelle quantité de photovoltaïque on peut disposer dans les heures à venir ou le lendemain éventuellement. Et donc le système va s'adapter pour recharger encore mieux le véhicule électrique. Alors pour vous montrer ceci, j'ai des images de supervision. Je vais simplement passer par le système. Alors pour ne pas vous cacher, hein, SMA a un système qu'on appelle l'énergie système Home qui permet de produire du photovoltaïque à partir d'onduleurs, mais aussi de contrôler intelligemment l'énergie dans le bâtiment avec le Sony Home Manager. Le SMA EV Charger va permettre de charger le véhicule et on a associé à ça une application qu'on appelle Energy App qui va permettre de visualiser à la fois la production du système, mais également de programmer la charge du véhicule si c'est nécessaire, comme je viens de l'expliquer. On peut avoir des extensions possibles. On s'est posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on utilise la voiture la journée et la nuit? Est-ce qu'il faut, c'est une option peut-être encore aujourd'hui, d'avoir également dans le bâtiment de production une batterie stationnaire qui va conserver l'énergie photovoltaïque qu'on n'a pas utilisée pendant la journée, de manière à pouvoir la restituer le soir ou la nuit. Donc tout ça est bien sûr présent chez SMA et l'intérêt dans ce cas-là de notre système, c'est qu'il est, je dirais, d'un fournisseur unique. Hein, c'est le même interlocuteur pour tout le système. Voilà, donc contrairement au système que nous a présenté Sébastien, qui se veut sans doute plus multi-énergie et plus pluridisciplinaire. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Alors maintenant, si on regarde de près comment on peut faire un bilan énergétique d'une journée de production photovoltaïque, on a un système de supervision sur Internet qu'on appelle Sony Portal et qui permet de visualiser la consommation et la production pour une installation donnée. On a donc ici sur le haut de la courbe haute, on a la consommation du bâtiment avec des pointes et effectivement des consommations plus ou moins importantes. En regard de ça, sur la courbe basse, on a la production photovoltaïque qui peut être idéale ou pas en fonction du temps qu'il fait ce jour-là. Là, on est sur la courbe de mercredi. J'ai fait le document hier, j'ai pris la veille simplement pour vous montrer. Oui, Serge, juste une petite question. On est sur quelle typologie de bâtiment ici? Alors là, un bâtiment résidentiel. On est sur un bâtiment résidentiel. Alors particulier parce qu'on est sur une ferme, c'est-à-dire qu'on a une grande toiture et on a une puissance installée assez importante, parce qu'on a plus de 15 kW crête installée. Mais je dirais que ça c'est plutôt adapté, c'est un système qui s'apparente à du résidentiel. Voilà, et simplement pour décrire ce que vous voyez à l'écran, on a donc ces courbes qui nous permettent de voir éventuellement, ici on a une batterie stationnaire également, donc le choix qui est fait sur cette installation, c'est de charger d'abord la batterie stationnaire et ensuite soit d'alimenter le réseau quand on a un surplus, soit de déclencher la borne. Alors, on ne voit pas encore la borne, mais j'y arrive. Soit de déclencher la borne pour charger au bon moment lorsqu'on a de l'énergie disponible. Voilà. Si on a également les chiffres qui nous permettent sur une journée de voir quel est le taux d'autosuffisance, le taux d'autoconsommation de l'énergie, c'est-à-dire comment on arrive à consommer l'énergie photovoltaïque pour toute la consommation électrique du bâtiment et comment en plus on en vend une partie au réseau. Voilà, alors si on se focalise principalement sur la borne de recharge, là elle est visualisée ici en bleu, donc c'est le EVC 22 qu'on a ici au tableau, qui est le EV Charger 22 kg, triphasé. On a un système qui va démarrer lorsque l'énergie est suffisante et nécessaire pour recharger le véhicule. Donc, on voit ici, en fonction de la courbe de production photovoltaïque en jaune, une énergie prélevée pour la charge du véhicule qui va être essentiellement fournie avec de l'énergie solaire. Donc là, je dirais qu'on est sur une journée
optimale parce que la charge qui est demandée au véhicule ici n'est pas contrainte par le temps. Donc, d'une certaine manière, c'est sur la journée qu'on va charger le véhicule. On a dans la partie droite de mon écran ici le réglage que l'on peut faire. On peut par exemple prioriser la charge. Si on a plusieurs charges pilotées, on peut donner une priorité élevée à la borne de recharge et un peu moins à d'autres équipements comme on l'a vu tout à l'heure, la pompe de la piscine, pour des raisons évidentes qu'il y a des priorités dans la nécessité d'avoir un véhicule disponible. Et ensuite, on peut définir en quelque sorte, lorsqu'on veut optimiser, quelle est la part qu'on s'autorise à prendre au réseau et au photovoltaïque. Et donc, dans ce cas-là, on a un curseur qu'on peut simplement déplacer entre 0 et 100% d'énergie renouvelable ou 0 et 100% de réseau. Et donc, on va arbitrer parce qu'on sait bien que selon la puissance crête installée, selon le lieu d'installation, on aura besoin éventuellement, parfois, pour charger de manière optimisée, de faire appel un peu au réseau. Et donc, on ne va pas s'interdire, parce qu'il nous manque quelques watts de puissance disponible en PV, de charger à ce moment-là la voiture. Voilà. Donc, si on prend ça pour une journée, on peut également le prendre pour un mois, et dans ce cas-là, on voit tous les jours de la semaine, du mois, pardon, pour lequel le véhicule a été rechargé à partir du système. Et l'on a une information précise pour chaque journée du nombre de kilowattheures qui a été prélevé sur le système pour charger le véhicule. Avec ici, alors je ne sais pas si vous voyez précisément les chiffres, mais on est 100% solaire ici sur cette journée. On n'a pas fait appel ni à la batterie ni au réseau. Mais selon les jours et selon le temps qu'il a fait, évidemment, on aura une proportion entre le photovoltaïque et une part de réseau ou de batterie, puisqu'on a dit qu'on avait une batterie stationnaire ici qui pouvait contribuer aussi à la recharge du véhicule. On a la possibilité de définir dans le système un tarif d'électricité heure creuse, heure pleine, et plusieurs plages par jour si on le désire. Donc ça permet aussi au système d'optimiser si on cherche un optimum plutôt économique, ce qui est représenté ici par les petites images qu'on a ci-dessous. On a un curseur également qui permet d'être soit complètement écologique, auquel cas on fera le moins possible appel au réseau, soit plutôt économique, et dans ce cas-là, on ira chercher au réseau une énergie plus ou moins chère. On peut considérer que la batterie stationnaire chargée en électricité, parfois, a un coût de revient du kilowattheure plus élevé que le tarif heure creuse du réseau. Et donc, on peut aussi considérer dans ce cas-là que pour les journées à moindre ensoleillement, on ira chercher plutôt les heures creuses de nuit pour charger le véhicule plutôt qu'attendre la journée pour recharger le véhicule. Tout ça basé sur des algorithmes, une fois de plus, Sébastien en a parlé, on a des algorithmes intelligents qui vont arbitrer à notre place pour faire l'optimisation le mieux possible. Voilà, je terminais cette présentation. Simplement, pour terminer, je dirais que le système existe, il est déjà mis en œuvre, on a des multiples je dirais, sites sur lesquels on peut visualiser en temps réel ce type de fonctionnement, et c'est sans doute l'avenir du photovoltaïque. Si on parle de voitures électriques, alors on parle de plus en plus aujourd'hui maintenant aussi de voitures à hydrogène, mais on aura peut-être une période de transition où c'est plutôt l'électrique qui va s'imposer, l'électrique à batterie, et donc le photovoltaïque est parfaitement adapté à cette utilisation-là. Voilà. Parfait. Ben, écoutez, Serge, Sébastien, merci beaucoup. Ça nous permet de conclure cette matinée. Je ne vois plus de questions posées. Donc, on a une matinée riche sur les modèles contractuels, sur l'autoconsommation collective, retour d'expérience et l'avenir de l'autoconsommation collective. Et on termine sur l'électromobilité. Ce sera pour mieux repartir en début d'après-midi à 13h30. Là aussi, en reprenant un focus sur l'électromobilité, mais plutôt sur les bâtiments tertiaires spécifiquement, en se posant la question de la performance énergétique de ces bâtiments tertiaires qui est désormais contrainte avec le développement de l'électromobilité qui va se retrouver aussi être un facteur d'augmentation de consommation potentielle
en termes électriques pour ces bâtiments qui se doteront d'infrastructures de recharge de véhicules électriques. Donc, on reprend à 13h30 sur cette thématique. On parlera ensuite logements sociaux et on parlera aussi HTA pour savoir si c'est possible, facile de développer une opération d'autoconso individuelle en HTA. Voilà, donc ça c'est pour notre programme de l'après-midi. Je vous remercie Serge, Sébastien, pour vos contributions, votre travail et votre expertise que vous avez partagé avec l'ensemble des participants. Et donc rendez-vous à tous à 13h30 pour la reprise de notre deuxième journée d'Université de l'autoconsommation PV. Merci à vous. Merci à vous. Bonne fin de